Nous sommes là, mesdames et messieurs, chaque mercredi pour WebPress. WebPress, l'émission qui reçoit des hommes et des femmes des médias. Et avec eux, nous allons parler en tout cas de l'actualité qui marque le début et la moitié de cette semaine. Nous allons parler des évasions spectaculaires dans les prisons de la République démocratique du Congo. Nous allons parler des sanctions internationales ciblées, en tout cas, et nous allons terminer par l'enrôlement qui va quand à Kinshasa et dans la République démocratique du Congo. Je suis avec deux excellents confrères. Je suis avec Pascal Oumondje de Canal Kin Télévision. Très heureuse de vous recevoir, Pascal. Merci beaucoup, Paulette. Une fois de plus, on est ensemble, comme toujours, pour analyser les questions d'actualité, parce que j'ai toujours estimé que lorsque le pays va mal, il est de devoir pour nous de pouvoir alors permettre les téléspectateurs de comprendre effectivement comment le pays fonctionne à travers nos analyses. Merci, et je suis aussi avec Marcelin Chiswaka de Congo Web Télévision. Très heureuse toujours de vous recevoir, Marcelin. Je suis très content d'être associé à ces débats et je profite pour saluer également Pascal que j'ai retrouvé il y a longtemps. Voilà, moi, il y a un internaute qui m'a dit, Madame Paulette Kimoto, pourquoi vous ne faites pas de la politique active? En tout cas, j'ai répondu à cet internaute, je dis ce que nous sommes en train de faire est plus que de la politique, parce que tout le monde ne peut pas être député, je le dis et je le répète à chaque fois. Tout le monde ne peut pas être député, tout le monde ne peut pas être sénateur, tout le monde ne peut pas être président de la République. Il faut qu'il y ait dans ce pays des repères journalistiques, il faut qu'il y ait des grands journalistes comme ailleurs, et moi je suis fière d'être parmi les journalistes de mon pays, et je crois que nous comptons aussi, et notre voix porte, et nos analyses vous aident, comme l'a dit Pascal Oumondje, à comprendre l'actualité, parce que notre métier n'est pas la poubelle. Pour qu'il y ait des moins intelligents, il faut que dans ce métier, il y ait des intelligences et des lumières dans ce métier de journaliste. Parce qu'à Oumondje, les évasions, ça continue. La toute dernière, c'était à Béni, hein, j'allais dire même à Tété, mais c'est à Béni. Plus de 900, en tout cas, prisonniers se sont évadés. Alors, on ne comprend pas pourquoi cela. Est-ce que c'est un effet boule de neige, comme ça a commencé à Makala, mais non, c'est un effet boule de neige pour la République? Non, c'est difficile à comprendre parce que c'est jamais vu au pays. Et je peux même dire que c'est déjà devenu un phénomène, les évasions en République démocratique du Congo aujourd'hui. On est parti de la prison centrale de Makala, où on prétextait les adeptes de Bundu Dia Congo. Et là, c'est une occasion aussi de s'interroger si Nemandantemi est encore en vie ou il est ailleurs. S'il est ailleurs, pour qu'il ne parle pas, ça c'est une question également. Alors après, Makala, et c'est ainsi à travers le pays. C'est arrivé également à l'entrée du siège de l'UDPS où on a failli assiéger le siège et on n'a pas compris pourquoi on n'a pas pu mettre la main sur les assaillants qui ont pu attaquer les policiers. C'est la même façon, c'est arrivé à Matete et on ne peut pas comprendre que jusque-là on ne parvient pas à mettre la main sur un quelconque assaillant et ça pose maintenant un problème. Alors on se pose la question de savoir est-ce que c'est réellement... parce qu'il y a des assaillants qui attaquent maintenant les lieux de détention, ou est-ce que ce sont des montages de mauvais goût, peut-être pour atteindre un objectif, parce que les gens ont commencé à se piter. Pourquoi simplement maintenant? Pourquoi ne connaissez pas ce problème par le passé? Pourquoi simplement lorsqu'on envisage maintenant l'organisation d'élections, aujourd'hui, on commence à connaître les évasions, des rébellions par-ci, par-là? Alors, il y a déjà couvre-feu à Béni, il faut le dire, hein, déjà à partir de 18h à Béni. Il y a eu même réaction. Les évasions ont eu lieu à 15h. Et de 15h jusqu'à 20h, où on a décrété couvre-feu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas pu mettre la main à un nombre significatif, vingtaine, sur les 900 quelques. Et ça pose des problèmes sérieux. Et la population dit, on n'a pas vu, à la cité plutôt, ces gens faire les rentrées, mais par contre, ils seraient probablement partis vers la forêt. Vers la forêt faire quoi? Et c'est là où ça on a dit que ce sont des ADF Nalouk. Ah oui, mais ce sont des questions toujours comme ça. Et alors nous nous interrogeons, pourquoi simplement maintenant? Marcelin Chiswaka, à qui profite le crime? On peut se le permettre cette expression aujourd'hui. Il y a une psychose dans la ville de Kinshasa. Les contrôles ont repris d'ailleurs, on ne peut pas se le voiler. Les checkpoints, pardon, les véhicules sont contrôlés. En tout cas, si vous n'avez pas vos documents, c'est assez difficile. Il faut avoir votre pièce d'identité, donc la carte d'électeur, carte d'étudiant, ne vous promenez pas sans parce que les contrôles auraient pris. Aujourd'hui, cette psychose profite à qui aujourd'hui? Parce qu'on peut se le dire, pourquoi maintenant? J'ai du mal à affirmer
affirmer si cela profite à qui, mais plutôt je suis en train de lire toutes ces évasions comme prélude d'une situation d'insécurité généralisée en République démocratique du Congo. Qui nous amènera à un état d'urgence. Les gens se posent la question si c'est là, c'est ça la finalité, l'état d'urgence à RDC. Je ne sais pas l'affirmer, madame, mais il y a quand même des inquiétudes parce qu'il s'agit de détenus et de certains qui sont déjà d'ailleurs condamnés, mais qui se retrouvent actuellement dans la nature. Imaginez, par exemple, je suis au niveau de la prison de Beni où il y a plus de 900 évadés. Vous savez que dans cette prison, il y a eu des prisonniers ADF, il y a eu également, il y a des témoins dans la ville. Vous savez, la région de Beni-Boutembo, c'est une région qui est en proie à l'insécurité il y a plusieurs années. Et tous ceux qui ont eu à témoigner, je suis en train de craindre aujourd'hui pour leur sécurité quand il s'agit de ces bourreaux qui sont aujourd'hui libres, entre guillemets. Mais au-delà de ça, il y a la question de la gestion et de la sécurité des établissements pénitentiaires en République démocratique du Congo. Comment comprendre que en pleine capitale, on attaque la prison centrale de Makala. Le ministre de la Justice nous a dit les enquêtes étaient en cours, les enquêtes n'ont pas fini, ils n'ont pas encore révélé leurs secrets. C'était Kassangoulou qui a été visé. Et le parquet des Matete, je n'en parlais pas. Hier, c'était Beni. Voilà, ceci doit nous pousser à réfléchir sur le mobile et quelles sont les visées même que toutes ces évasions cacheraient derrière. Et à ce moment-là, je suis dans la ville de Goma. Moi, je suis enfant de Beni Goma. Madame, quand je vois la prison centrale de Beni, comment expliquer qu'à 15h30, ces assaillants... Ça s'est passé pendant la journée. Pendant la journée, à 15h30. C'est pas comme à Makala la nuit. C'est pas comme à Makala. Ils passent jusqu'à arriver à libérer les prisonniers et à s'enfuir alors que Beni est une zone opérationnelle, une zone militaire opérationnelle pour les FARDC, y compris la MONUSCO. Il y a plusieurs inquiétudes à ce niveau-là. Mais au-delà, il y a également la société civile qui avait alerté en son temps sur la situation de sécurité dans la ville de Beni. Qu'a-t-on fait de tous ces rapports de membres de la société civile? Il ne faut pas qu'on néglige les membres de la société civile parce qu'à chaque fois, quand on crie, il faudrait que l'autorité écoute. Voilà les conséquences. Aujourd'hui, la ville a été attaquée. Personne ne peut garantir aujourd'hui la sécurité. Il y a une question d'un internaute. Moi, je suis vraiment interactive avec les internautes qui m'ont dit, est-ce que les avocats qui ont condamné, les magistrats qui ont condamné, par exemple, dans la ville de Kinshasa ou ailleurs, ne seront-ils pas aussi un peu menacés? Y aura-t-il pas cette revanche qui pourrait arriver si vous avez condamné quelqu'un qui est aujourd'hui dehors, il peut venir... vous le faire payer. Oui, justement, parce que il y aura des règlements de comptes. Voilà, des règlements de comptes entre... Il faut s'attendre à ça. Et aussi, il y a certaines familles aussi qui peuvent réclamer les leurs. Parce que quand vous avez détenu quelqu'un, on suppose qu'il est sous la entre les mains de l'État qui le garde. Il y a évasion. Supposons que la famille n'a pas retrouvé son fils ou sa fille. Ou réclamer. Elle ne peut poser le problème maintenant à ceux qui l'ont détenu. C'est à l'État congolais. Justement, l'État congolais. Ministère de la Justice. Ça aussi, c'est un problème. Et c'est comme ça que j'ai apprécié l'initiative d'un député national, Paul Moïndo, qui a déposé une motion de défiance, justement, contre le ministre, parce qu'il doit s'expliquer. Enfin, la fois passée, il s'est expliqué. Maintenant, je crois qu'il ne pouvait que démissionner pour son honneur. Réellement. Et vous avez suivi son langage la première fois, il a dit ce serait lâche de démissionner. Ce sont des lâches qui démissionnent. Il doit s'expliquer. Naturellement, il est arrogant. Ça, c'est connu. Naturellement, il est arrogant. Je m'interrogeais même sur... Parce que c'est depuis Mobutu qu'il est là comme ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le prendre comme exemple? Alors, je me dis, mais pourquoi il doit toujours être là? Pourquoi il ne peut pas quitter? Est-ce que vous, Paulette, tel que vous êtes là, vous êtes fier de dire quelque part, si vous vous rencontrez avec d'autres journalistes d'une autre nation qui connaissent votre ministre de Justice, et vous dites c'est un modèle pour le pays? Je ne pense pas. Mais alors, pourquoi il doit toujours être là, s'il n'est pas un modèle? C'est là où le problème, nous disons, au-delà d'être trop arrogant devant les députés, sont des faits qui n'honorent pas l'image du pays. Pendant que vous êtes ministre de la Justice, est-ce qu'il ne peut pas comprendre qu'il est temps aujourd'hui, non seulement qu'il doit rendre compte maintenant auprès de la nation tout entière, peut-être à travers les députés, mais simplement de rendre les tabliers, dire, en tout cas, je n'ai pas été à mesure de sécuriser les détenus, et par conséquent, je me retire,
de façon qu'on trouve peut-être autre personne qui pourra correctement maintenant Est-ce que ces évasions, Marcelin Tissot-Ka, vont-ils continuer? Parce que vraiment, c'est la peur. Je veux dire, combien est-ce qu'il y a des prisons partout dans chaque grande ville de la RDC? Est-ce que ça va continuer? C'est la peur aujourd'hui. On va se réveiller aujourd'hui, demain. C'est Mbandaka, c'est Bandundu, c'est Kikwit, c'est Chikapa. Est-ce que ça sera comme ça aujourd'hui? Comment sécuriser les restes des prisons aujourd'hui? Nous ne savons pas l'affirmer. Doit-on appeler la communauté internationale pour sécuriser les prisons aujourd'hui? Je ne pense pas, parce qu'elle a dit, on ne doit pas, je ne peux pas affirmer que ça pourra continuer, mais justement, il y a une crainte dans l'opinion. C'est à ce moment-là que la population est appelée à collaborer pour dénoncer toutes ces évasions ou les détenus qui seraient en fuite. Pourquoi? Parce que si la population ne coopère pas, madame, quand tous ces bourreaux, tous ces bandits qui ont été dans des prisons se retrouvent dans la cité, demain, ça aura comme répercussion, ça aura comme conséquence sur la vie de paisibles citoyens. On ne saura pas se promener à Kinshasa comme d'antan. On peut se rappeler du phénomène Koulouna dans la ville. Aujourd'hui, quand tous ces bandits sont dans la cité, il faut craindre. Mais maintenant, à la question que vous avez posée par rapport au ministre de la Justice, je crois que le ministre, parce qu'elle a dit, le ministre est arrogant, je ne pense pas aller peut-être dans cette voie-là, mais je crois que le ministre devrait tirer tout simplement les conséquences, parce qu'il y a le directeur de la prison centrale de Makala qui a été remercié après évasion. Maintenant, ce sera peut-être le tour de celui de Béni. Je ne sais pas, au parquet de Matete, on pourra attribuer la faute à qui. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on réfléchisse sur les établissements, la sécurité des détenus dans nos prisons et voir comment même améliorer nos systèmes. Pascal Onge, ne doit-on pas privatiser peut-être la sécurité de nos prisons? Ça se fait ailleurs, il y a des maisons de gardiennage. Parce que si l'État n'y parvient pas, ne doit-on pas faire appel à cette fameuse communauté internationale et soit privatiser ce secteur? Parce que là, vraiment, on se demande si demain, ça sera... Quelle prison qui sera encore... Non, on ne peut pas privatiser. Les portes de quelle prison seront ouvertes? On ne peut pas privatiser parce qu'ici, on s'interrogeait, au début, lorsque nous avions commencé, je me suis interrogé, j'ai dit, pourquoi simplement maintenant? Et c'est là où on va comprendre le montage. Donc, si c'était des faits vrais, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on pouvait produire cette réflexion et chercher si on peut mettre chercher... en danger toute une population, pour quel motif, pour quelle ambition? Ici, parce que ça, c'est quand même même un peu machiavélique. Justement, même la motion dont j'ai fait allusion de Paul Moïndo devrait, je ne sais pas si on a intéressé également le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Oui, lui aussi, on va parler en principe, ce sont parce les deux qui sont... on ne peut pas comprendre lorsqu'on attaque ces lieux de détention, on ne parvient pas à mettre la main sur les assaillants. C'est là où le problème... Ici, au niveau de la prison centrale, on avait autant de policiers. On n'a pas été à mesure d'arrêter un assaillant. Même pas un. On est allé au siège de l'UDPS, on a attaqué les policiers qui étaient là. On n'a pas arrêté. Et on quitte le siège de l'UDPS, on est allé à Limité, on n'a pas arrêté. Mais finalement, que font les policiers? C'est là où la responsabilité du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur intervient. Parce que les policiers sont sous sa charge. Mais alors pourquoi ces policiers ne parviennent pas à arrêter ces assaillants? À ce moment-là, on revient à la première préoccupation de dire, est-ce qu'il ne serait pas un montage? Parce que si c'était une réalité, je ne veux pas minimiser ou déconsidérer nos policiers. Je les vois bien formés et faire face à quiconque. Alors, ils sont 4, 5, 6 dans un poste. Les assaillants sont 10, 20 armés de machettes et les policiers avec leurs armes, mais incapables de maîtriser les assaillants. Marcel, est-ce vraiment un montage? Parce que là, comme Pascal le dit, on ne comprend pas la non-résistance de nos militaires, de nos policiers devant ces centres pénitentiaires. Alors là, on se pose la question si c'est simplement un coup monté pour créer cette insécurité. Est-ce que nos militaires, nos policiers sont si mal formés? Madame, pourquoi? À qui ce montage bénéficierait? J'ai suivi le gouverneur du Nord vous, Julien Paloukou, qui a parlé que ces assaillants étaient venus lourdement armés. Peut-on parler de montage? Ça, je ne sais pas. Il reste peut-être à ceux qui sont dans la ville de Goma de nous dire par quel chemin ils sont arrivés jusqu'à la prison centrale de Béni pour pouvoir libérer tous ces détenus. Mais la question, au-delà du montage, madame, moi je parle ici de la sécurité des paisibles citoyens. C'est ça. Dès lors que de malfaiteurs sont dans la cité, c'est la vie
de paisibles citoyens qui est menacée. Et je vois même au-delà de tous ces juges qui ont eu à rendre le verdict dans différents procès, surtout dans la région de Béni, où il y a beaucoup de crimes qui se sont commis là-bas, où il y a beaucoup de meurtres chaque jour. Et là, il faut craindre, madame. Maintenant, si cela pourrait avoir comme incidence ou comme conséquence sur la sécurité, il va de soi que le processus électoral soit également perturbé. Et là, je suis en train de craindre, et c'est à ce moment-là que je peux rejoindre... La conséquence la plus grave, Pascal Ondié-Marcellin, c'est le processus électoral qui sera maintenant endommagé, permettez peut-être l'expression. Est-ce qu'il y aura réellement des élections où les gens iront se faire enrôler dans ces zones menacées? Nous sommes dans la phase d'identification et d'enrôlement des électeurs sur l'ensemble des territoires nationaux, et avoir seulement la manière dont ces évasions sont en train de se dérouler, je crains que même les élections, nous puissions les passer dans un climat très difficile où on ne saura pas qui vote ou qui pourra voter parce que nous sommes dans l'insécurité totale. Pascal, on dit le but final, c'est ça, c'est la perturbation du processus électoral et au finish, pas d'élection en RDC. On craint, parce que c'était prévu qu'à la fin 2016, on ait les élections. On n'a pas eu les élections, on a trouvé un autre cadre d'échange, le dialogue, on a eu le dialogue et la tension avait baissé et on avait prévu organiser des élections à la fin de l'année 2017. Mais curieusement, je reviens encore à ce que je dis, curieusement, c'est au moment où on lance l'opération de l'enrôlement qu'on commence à connaître ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que l'idée, ce n'est pas finalement de décréter un état d'urgence? Ça peut être possible, on ne conclut pas. Mais simplement, et au moment où on évolue, dans certaines provinces, pratiquement, on est à la fin. Je ne sais pas s'il y a aussi d'autres qu'on a déjà terminé. S'il vous plaît, je veux voir un peu ce que nous a dit. Nous sommes à Kinshasa, ça veut dire qu'on tend vers la fin de l'opération. Donc la CENI a déjà atteint le cap de 26 millions d'électeurs selon Géopolis de William Kalakaï. Donc on est déjà à 26 millions. On avance petit à petit vers la fin de l'opération. Si on termine l'opération de l'enrôlement, carrément, nous devons avoir maintenant le calendrier électoral. À ce moment-là, on sera fixé à quand sera organisé les élections présidentielles, législatives et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que tout ce qu'on sommes en train de décrire aujourd'hui surgit. Est-ce que ce n'est pas pour tout faire pour que on n'ait pas le calendrier, qu'on ne comprenne pas quand est-ce que les élections seront organisées, qu'on n'ait pas les élections, pour que finalement on revienne à la case du départ pour mettre en cause et l'accord et la constitution. Alors, reprendre sur les nouvelles bases, je me dis c'est fort possible. On va y aller au référendum, Marcel. C'est fort possible. Encore que vous évoquez le référendum, on en parle déjà. Alors qu'on n'en parlerait pas, étant donné que c'est déjà verrouillé par l'accord. L'accord a dit pendant son temps, on ne peut pas toucher à la Constitution, on ne peut pas parler du référendum. Mais pourquoi ce débat surgit maintenant? Simplement, il y a des mauvais esprits qui envisagent ce que nous ne voulons pas aujourd'hui, n'est pas avoir les élections au pays. Alors, est-ce que ce n'est pas ce que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui avec les évasions, avec des rébellions de part en part aujourd'hui au pays, et finalement pour arrêter le processus? Et je me dis c'est fort possible. Mais alors là, c'est très dangereux pour le pays, parce que l'élan qu'on a déjà pris, c'est d'aller aux élections. Si la tension a pu baisser à la fin 2016, c'est parce qu'il y a eu dialogue. Dans ce dialogue, on a bien voulu qu'on ait les élections, qu'on laisse les gens aller aux élections calmement. Marcelin, les motions de défiance, quelques députés, je crois c'est Moïndo, si je ne me trompe pas, qui a déposé ces motions de défiance envers le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur. A-t-il raison de proposer cela? Le député est dans son rôle. Moïndo Zangui est élu du Nord Kivu. Il est dans son rôle de demander ou d'initier une motion de défiance avec ses collègues contre le ministre. Maintenant, il faut... Madame, le ministre a été déjà entendu. Entendu, je crois, après l'évasion à Makala, Kassangou, le ministre a été entendu. Maintenant que les députés estiment que cela s'est rédivé, c'est qu'il n'y a pas eu de mesure de suivi de la part du ministre. Nous allons entendre, peut-être, je n'ai pas suivi la quintessence parce que la motion elle a été déposée mardi au bureau de l'Assemblée. Nous attendons maintenant. C'est la démarche du député. Est-ce qu'elle pourra aboutir? C'est ça. Nous savons que l'Assemblée nationale constituée de députés
majoritairement. Mais la loi de Tamba Mwamba a été boutée dehors aussi, donc peut-être l'esprit est en train de changer aussi. Hein. Voyons voir. Il y a la cohésion, madame, au sein de la majorité présidentielle, et on sait que le ministre Ntambwe Mwamba a une influence, nous l'avons vu au niveau de centre interdiocésain dans toutes les négociations avec la majorité. Je crois que sa cassure pourra peser peut-être. Il faut voir quels sont... Je répète, vous oubliez qu'on a bouté dehors sa loi, le projet de loi je n'en disconviens la pas. modification de la constitutionnelle. Ici, il s'agit ça peut paraître comme une déstabilisation de la majorité présidentielle, encore mieux du gouvernement, avec cette motion de défiance, alors que Ntambwe Mwamba est un des cadres ayant négocié l'accord sur lequel le gouvernement Bruno Tshibala est assis aujourd'hui, et même cette cohésion. Mais au-delà de ça, ce sont les moyens que dispose Moïndo Zangui et les siens pour pouvoir faire partir. Je doute que ça puisse aboutir. Pascal Ondje, ces motions sont déjà déposées sur la table du chairman de l'Assemblée nationale, chez Aubin Minakou. Aboutira pas cette fois-ci, parce que selon eux, ils estiment vraiment que trop c'est trop, quoi. Non, il faudrait d'abord saluer l'initiative, parce que déjà, on a plus de 50 députés qui ont apposé leur signature. Encore que aussi, par le passé, on nous a habitués, pendant la plénière, on retire des signatures, mais espérons que cette fois-ci, ils feront l'exception. Alors, il a déjà atteint plus de 50 députés. Nous attendons le débat. Ils seront jugés, ces députés, parce que demain, c'est les élections. Malgré qu'on réfléchisse si les élections seront organisées, tout ça, mais au moins, nous aurons les élections au pays, ils seront jugés. Alors, nous voulons les juger à travers les actes. Cette question, c'est une question qui touche à la vie de toute une nation. Et j'ai suivi un propos d'un député de la majorité. Il dit, cette question ne concerne ni l'opposition ni la majorité, c'est une question de la Conseil nationale. Il dit, mais non, il n'a pas raison. Nous avons des dirigeants. Qu'est-ce que l'opposition a à voir là? Qu'est-ce que la majorité a à voir là-bas? C'est les dirigeants, ceux qui dirigent maintenant les institutions du pays. Ce sont ceux-là qui sont responsables. Dans le cas d'espèce, qui est responsable? C'est le ministre de la Justice, comme nous avions dit, et le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Ce sont les deux-là qui doivent répondre. Vous évoquez la première loi ou le premier projet rejeté de Alexis Tambwe Mwamba. Non, cette loi va revenir. C'était sur le plan de la procédure. C'était la forme, tout simplement. La forme, simplement. On a bien voulu qu'on discute d'abord au Conseil des gouvernements, que le Premier ministre vienne déposer. On ne peut pas accepter qu'un projet de loi soit déposé par un ministre. C'est simplement sur le plan de la forme. Mais il faut craindre maintenant le contenu de cette loi. C'est qu'on va réduire le nombre des juges à la Cour constitutionnelle de 9 à 5. De 7, les gens qui siègent, de 7 à 5. Et c'est déjà la crainte. Est-ce que les 5 là, ce n'est pas les enfants des bons cœurs, ceux qui acceptent facilement au dictat, qui pourront à chaque fois, lorsqu'il y a un cas, pouvoir siéger? Et c'est fort possible. Et à ce moment-là, on peut aussi revenir sur la problématique de la révision de la Constitution ou du changement de la Constitution. Lorsque le débat sera lancé, et les 5 là pourront maintenant siéger sur la question et rendre un mauvais coup au pays. Et c'est là le danger. Donc ici, nous saluons l'initiative de Paul Moïndo, mais nous appelons également à la bonne conscience du ministre de la Justice de pouvoir simplement démissionner. Il a longtemps dirigé, il a longtemps été comme ministre, mais cette fois-ci, les choses ne marchent plus. Peut-être qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Mais nous voulons seulement qu'il parte, qu'on ait un autre qui pourra peut-être aussi bien garder les détenus. Coucou à toi, Barbara Nzimbi, parce que nous parlons un peu de ce renouvellement de la classe politique congolaise. Moi, je prends l'exemple, parce que nous aimons bien citer la France. Vous avez vu comment, aux législatives, on a vraiment, on a balayé presque toute l'ancienne classe politique. Si les prévisions sont bonnes, en tout cas, le 3/4 de l'Assemblée nationale française sera de la République en marche. C'est vraiment une nouvelle classe politique. Doit-on faire ça en RDC aujourd'hui? Vraiment balayer tout le monde et un nouveau souffle pour la RDC? Parce que comme l'a dit, peut-être que les réalités actuelles, les anciens permettaient, nos vieux ne comprennent plus très bien. Parce que même sur les réseaux sociaux, on ne les sent pas, on ne les voit pas travailler, on ne sent pas leur communication, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas très bien comment atteindre aujourd'hui les gouvernants. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir Emmanuel Macron que d'avoir Tambwe Mwamba. C'est bizarre. Vous savez, madame, c'est possible en République démocratique, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, madame. Pourquoi? Vous savez, nous avons encore du bon chemin à faire.
ce ne sont pas le gène ou les ambitions des jeunes qui manquent dans ces pays. Nous sommes d'ailleurs habités dans un pays où le taux de pauvreté est tellement grand, à tel point que nos votes sont influencés des fois par, et beaucoup souvent d'ailleurs, par le polo. Ils sont même monnayés. Et le même jeune, quand un jeune va se présenter dans votre commune, voilà, votez-moi, vous regardez, il a quoi, celui-là, tout ça. Et automatiquement, vous passez à côté. Donc, il y a un travail de mobilisation et d'éducation qui doit se faire au niveau de la base et surtout disons, dans notre société pour pouvoir atteindre cette maturité que vous chantez, vous louez pour la République française. Mais c'est l'idéal. C'est l'idéal. Comment ces jeunes vont faire la politique? Ils sont dans des partis politiques. Mais la plupart ne sont même pas écoutés. On les utilise. Ils sont jeunes, ils sont dans des partis politiques. Mais quand il faut aligner les listes électorales, ces jeunes-là ne se retrouvent pas. Alors, vous allez me demander de créer le parti. Brandon Mindagou l'a dit que les jeunes aujourd'hui, je ne sais pas Pascal Ondjo si vous partagez son avis, pour renouveler cette classe politique, que les jeunes créent leur propre parti politique et évitent d'être des marchepieds, parce que comme l'a dit Marcelin, quand il y a élaboration des listes électorales, ben, on fait fi des jeunes et on ne les écoute pas. Non, ce n'est pas question de créer des partis politiques. Il peut peut-être aussi avoir raison, parce que lorsque un jeune crée un parti politique, il peut avoir une autre vision. C'est fort possible, mais je ne pense pas que le problème est à son niveau. Mais c'est à redéfinir le sens du pouvoir chez nous. Quel sens nous donnons au pouvoir? Vous avez une portion de responsabilité pour l'État. Quel sens nous donnons à ça? Et généralement, c'est lorsqu'on a le pouvoir, c'est mon pouvoir, je dois penser d'abord à ma famille, je dois penser, on se sert d'abord. Et alors qu'on aurait dû penser maintenant servir la nation. Si Alexis Tambwe Mwamba avait compris que le pouvoir qu'il a, c'est pour servir la nation, maintenant que les cas comme ça se produisent, il allait dire, je me retire simplement parce que je ne me sers pas. Ici, je suis en train de servir la nation. Comme lui se sert, il se dit, alors, je m'en fous pour le reste, peu importe. Il n'a de compte Comme à moi, rendre à personne, je me retrouve, je me cramponne, je reste. Il n'a pas de compte à rendre à la nation. Mais le compte d'un ministre passe par l'Assemblée nationale. Il s'explique. S'il y a des sanctions, il est sanctionné et il part. Mais dans le cas qui concerne la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est que même si on a mal fait, lorsqu'on est à l'Assemblée nationale, on est toujours défendu. Ça veut dire qu'on comprend mal le sens du pouvoir. Donc, c'est servir, nous devons nous servir, parce que nous sommes de la majorité présidentielle, quelles que soient les conditions, nous servons d'abord. Alors que si on servait la nation, on ne se considérerait pas comme membre de la majorité, mais plutôt comme citoyen de la nation. Et serviteur de la nation. Lorsqu'on est citoyen de la nation, on se remet maintenant à la volonté de la nation. Lorsque la nation dit « pas vous », alors vous vous retirez simplement. Nous prenons le deuxième thème, ce sont les sanctions internationales ciblées envers quelques politiques congolais. Marcelin Chisaka, vous avez vu les réactions de la classe politique nationale, ça n'a pas tardé à fuser. Cheo Kitundu est allé surtout chez les voisins, demander le soutien de nos voisins, demander le soutien de l'Union africaine, et tout ça, et même aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Est-ce que notre réponse sera proportionnelle aux sanctions ou ce n'est qu'un épée dans l'eau, un coup d'épée dans l'eau, voilà. Lorsque toutes ces sanctions sont tombées, j'ai cru entendre la majorité présidentielle, tout comme certains membres du gouvernement, dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, tout ça. Alors je me suis interrogé si ce que cela pouvait avoir comme conséquence sur la marche du pays et sur la marche de toutes ces personnalités sanctionnées. Alors aujourd'hui, que le ministre des Affaires, vice-premier ministre des Affaires étrangères, Cheo Kitundu, s'explique devant la représentation nationale pour dire que notre réplique à nous, dans la République démocratique du Congo, va se faire entendre. C'était question d'une stratégie pour pouvoir associer les députés ou les parlementaires, que cela soit une réponse appropriée. Je trouve là très normal dans les relations internationales. Les républiques, c'est normal. Maintenant, voyons, quelles sont les conséquences que les sanctions que le gouvernement de la République démocratique du Congo devra prendre, que ça aura comme conséquence sur qui et pour qui? C'est ça la question que je m'interroge. Quand on a vu, par exemple, Brissin Airlines qui a été réduit en vol ici. Mais quand déjà fait ça a circulé sur les réseaux sociaux. Okay. Ça a circulé sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, si c'est là, ça serait vrai.
qui voyage assez souvent. Et ce sont les pas le petit peuple. Ce n'est pas le petit peuple. Donc, voyons un peu, il faudrait voir les sanctions que pourrait prendre la République démocratique du Congo si on va cibler également les officiels de l'Union européenne. Ça encore, ça me laisse moi dans la soif, ça me laisse dans la soif, mais du moins, j'estime que dans ces sanctions que la République pourra prendre, je ne pense pas qu'il y ait de l'intérêt du peuple congolais. Pascal Onge proportionnel, doit-on sanctionner ainsi parce que Tambo Mwamba, pardon, il est dans ma tête. Chez Kitundu, ils ont été tous les deux ministres des Affaires étrangères, vous comprenez. Donc, chez Kitundu a dit qu'on ne les a pas écoutés, on ne les a pas entendus. L'Union européenne n'est pas un tribunal. On devait d'abord les entendre, entendre leur son de cloche. On les a condamnés comme ça. Mais la question est, nos sanctions à nous, que devons-nous faire, nous, pour éviter peut-être à l'avenir des sanctions comme ça? Je ne l'ai pas reconnu. Moi-même, j'étais avant-hier à l'Assemblée nationale lorsqu'il y a eu audition sur cette question, et avant le débat, il y a eu une motion incidentielle, et c'est le principe parlementaire. Lorsqu'il y a une motion incidentielle, il y a 2 pour, 2 contre, et finalement on tranche par un vote. Et le président de l'Assemblée nationale est passé outre, alors qu'il a permis aux députés de poser sa question, sa motion incidentielle. Alors déjà, on commençait à comprendre le jeu qui était déjà fait. Alors, quand le ministre prend parole, il met en exergue la problématique de la souveraineté. Il oublie que la souveraineté n'a de sens que lorsqu'on est en même temps puissant. Mais ici, c'est que nous ne sommes pas puissants. Donc le sens de la souveraineté ne peut pas avoir raison. Si on nous parle de la diplomatie de réciprocité, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Et il évoque l'accord de Cotonou, où on parle de la relation entre l'Union européenne et l'Afrique, ou les pays africains. Mais j'ai apprécié plus l'intervention pédagogique de Christophe, excusez que je dise, c'est pédagogique, c'est de mon point de vue, de Christophe Lutundula. Et c'est une lumière, celui-là. Justement, il évoque la question du respect des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas, vous, dans votre maison, et vous tuez quelqu'un, et le voisin apprend que vous êtes en train de tuer quelqu'un, et vous dites au voisin, non, ne venez pas parce que je suis chez moi, je tue. C'est non-assistance en personne en danger. Donc, le droit d'ingérence humanitaire. Lorsqu'il y a question des droits de l'homme, il faut accepter que les autres interviennent. Ici, c'est qu'on gère mal le pays. Et on ne peut pas en même temps venir demander l'aide pour ceux qui ont mal travaillé contre le pays. En tout cas, c'est indigeste. La procédure n'a pas été normale. On n'a pas sanctionné la République démocratique du Congo. Pourquoi? On a sanctionné les individus. Pourquoi pas la RDC et les individus? On ne peut pas sacrifier le pays par la mauvaise gestion des individus. Et c'est comme ça qu'on a ciblé les sanctions. Vous êtes méconduit. Sur tel plan, sur tel plan, sur tel plan, nous vous sanctionnons. Pourquoi on ne les a pas écoutés? C'est ça peut-être la question. Moi, ma question, c'est ça. Pourquoi on ne les a pas écoutés? On ne les a pas écoutés. Où vont-ils, eux, on ne les a pas écoutés parce que l'action n'est pas pénale. Ah, ok. N'est-ce pas? Ce n'est pas une action pénale. Et c'est là où le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, n'a pas compris. L'action n'est pas pénale. Ici, c'est une action administrative. On dit, bon, parce que vous ne vous conformez pas à nos règles, vous n'appliquez pas, ou ne respectez pas les droits de l'homme, vous ne respectez pas les principes démocratiques, restez chez vous. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Allez avec votre argent, restez vous-même, allez, restez dans votre pays parce que vous êtes souverain. Mais ça doit faire mal à quel niveau? C'est autant que nous avons toujours explicité certains citoyens européens. Lorsqu'ils rentrent chez eux, est-ce que nous en faisons un problème? Ici, on n'a pas dit la République démocratique du Congo ne venait plus chez nous, non. Tel, parce qu'ils se sont mal comportés, qu'ils ne viennent plus chez nous. On en a expulsé. Quel est le problème? On a expulsé, par exemple, pour donner l'exemple, on a expulsé Thierry Michel, pardon. On a expulsé le monsieur de Nations Unies, on en expulse beaucoup. Je ne sais pas s'ils vont pleurer aussi ailleurs. C'est contradictoire. Vous avez des comptes bombés, gonflés. De l'autre côté, votre population est toujours pauvre. Vous venez déposer votre argent chez nous. Non, nous disons, prenez votre argent et gérez chez vous. Mais c'est pas un problème. Je pense qu'ils seraient très contents parce que nous sommes souverains, nous avons tout chez nous, on reste chez nous. Ils en font un problème parce que quelque part, moralement, ils sont rattrapés. Ils sont rattrapés pourquoi? Parce qu'on prend l'argent du pays et on va, en tout cas, investir ailleurs. Et vous allez investir ailleurs pendant qu'il y a la pauvreté, il y a des gens qui souffrent ici. Marcel, est-ce que nos autorités se plaignent trop au lieu de réagir?
Trop de plaintes. Avoir la démarche de Cheikh Kitundu. Kitundu, Est-ce qu'il s'est plaint ça me paraît comme une plainte, hein, ça me paraît comme une plainte. Et il est à la recherche le gouvernement est à la recherche pourquoi? Parce qu'on a voulu dire que ça n'impacte pas. Il faut voir ce qui a poussé l'Union européenne à prendre ces sanctions. Alors pour l'Union européenne, c'est une façon de faire pression sur Kinshasa afin d'organiser les élections, parce que tout le monde attend aujourd'hui les élections en décembre 2017, madame. Maintenant, il fallait qu'on puisse, que Kinshasa puisse retourner, revoir sa politique et annoncer petit à petit, donner, si pas les lueurs de l'organisation même de ces élections en décembre 2017. Mais avec cet enrôlement, il n'y a même pas cette lueur-là, Marcelin. Avec l'enrôlement, il y a quand même cette lueur, non? Des élections, mais ça se tiendra. Madame, il y a l'enrôlement, la CENI qui fait son travail, ok, mais il y a la question du référendum, parce qu'elle a évoqué tout à l'heure que c'est dit. Vous voyez, on marche à 2 pas, on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et tout ça, ça met la population dans la psychose et dans l'incertitude. On ne sait pas s'il y aura élection. Aujourd'hui, si vous éclairez à Kinshasa, madame, on vous dira, moi je ne crois même pas qu'en décembre 2017, il y aura élection, et personne ne croit. Quand on est en maladie, techniquement, c'est aussi impossible. Vous voyez, déjà, alors qu'il y a l'accord qui parle de décembre 2017, vous voyez que nous risquons d'aller au-delà, et quand on va aller au-delà des dates prévues dans l'accord, j'ai craint qu'on puisse constater l'usure de cet accord, et à ce moment-là, ça pourrait donner une brèche à l'organisation de ces référendums que tout le monde est en train de craindre aujourd'hui. Pratiquement, Pascal Ondjé, comment ça impacte ces sanctions individuellement? Parce que les gens ne comprennent pas. On a sanctionné Mendy, on a sanctionné Cheikh Kitundu, mais pratiquement c'est quoi? C'est quoi ces sanctions? Vous êtes sanctionné parce qu'on a ciblé, comme nous avions dit, l'individu est sanctionné. S'il partait prendre ses soins en Europe, il ne sera plus allé se soigner en Europe. S'il avait, en tout cas, gardé son argent en Europe, il ne sera plus maintenant faire des transactions bancaires en Europe. Et il reste en Afrique ou ailleurs. Il ne sera pas allé en Europe. Donc les sanctions ont visé justement les individus. Et c'est effectivement ces individus qui souffrent avec leurs petites familles. Ce n'est pas la nation. Et c'est là où l'argument de Cheikh Kitundu n'a pas été pertinent. On n'a pas visé la République démocratique du Congo, même si ces personnes visées avaient des responsabilités. Ils se sont mal comportés, ils ont mal géré le pays à un certain niveau, et voilà pourquoi aujourd'hui on a pris des sanctions contre eux. Donc, ils n'iront pas en Europe. Et curieusement, dans la plaidoirie de Cheikh Kitundu, il n'a pas parlé des États-Unis, et pourtant les États-Unis également ont sanctionné. Alors pourquoi il n'a parlé que de l'Europe, il n'a pas parlé des États-Unis? Là aussi, on n'a pas bien compris. Il y a refus de visa, il y a refus d'octroi de visa, par exemple. Je ne sais pas si on a commencé à refuser les visas, mais simplement, je comprends qu'on ne peut pas les accorder maintenant des visas. Parce que vous aurez des visas comment? Parce qu'on vous interdit d'atterrir. On ne peut pas vous accorder maintenant des visas. Donc ici, moi, je vous évoquais par le passé, Paulette, un philosophe que j'aimais bien, Héraclite d'Éphèse. Dans sa pensée, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Mais je vois que ces derniers temps, un autre philosophe, David de Hime, lui dit le monde n'existe pas. Et là, moi, je ne comprenais pas, mais comment le monde n'existe pas? Parce que l'existence est devant nous. Le monde? Le monde. Le monde n'existe pas. Les arbres et tout ça n'existe pas. Et finalement, il dit le monde, c'est dans nous, dans nos têtes. Et c'est là où je lui ai donné raison. Mais effectivement, il a raison. C'est nous qui construisons autrement le monde. Il est tellement simple que nous le rendons complexe inutilement parce que nous avons d'autres imaginations inutilement. Vous avez un peu d'argent pour votre pays, mais construisez pour le pays. Vous voulez toujours en avoir beaucoup. Il y a d'autres aujourd'hui qui avaient épargné l'argent à Panama Papers. Je ne sais pas s'ils peuvent encore récupérer cet argent. Au préjudice de la nation, s'il vous plaît. Alors, maintenant, cette construction du monde, je crois que nous pouvons tout faire pour décourager que les gens représentent autrement le monde, qu'ils simplifient le monde. Il est simple. Dans les élémentaires, on peut correctement vivre. Coucou à toi Thierry Bongo, merci, parce que je sais que tu étais descendu pour aux affaires, à la fonction publique, hein? Donc un reporter, c'est ça, sur le terrain, à la fonction publique, pour voir un peu
cette histoire des fonctionnaires qui doivent partir. D'ailleurs, c'est aussi l'actualité aujourd'hui, parce que moi je parlais du renouvellement de la classe politique, maintenant on doit parler du renouvellement des fonctionnaires congolais. Est-ce que c'est une bonne chose aussi cette fois-ci de revoir un peu ce fichier des fonctionnaires congolais? Parce qu'il y a trop de fictifs, trop de vieux, permettez, on n'est pas contre les vieux, mais quand même on doit renouveler cette fonction publique pour redynamiser un peu, booster un peu ce secteur le renouvellement de la fonction publique, oui, c'est normal, de nouvelles énergies, de nouveaux, pour donner un nouveau souffle à la fonction publique, c'est vrai, mais il faut aussi penser à la retraite assurée. Quand vous allez renvoyer tout le monde, ou ces vieux-là, à la retraite, il faut leur assurer une retraite, je dirais, madame, conséquente, humaine. C'est ça la question. Donc, il ne faut pas qu'on les fasse assez rapidement. Mais la République a besoin d'un nouveau vent. Est-ce le nouveau vent viendra du fait des points de l'âge? C'est ça aussi. Ou sur le plan mental. Voilà, madame. Donc, je pense que c'est beaucoup plus le plan mental qu'il faut travailler. Ces vieux-là n'ont pas de mérité. Mais c'est le système. Vous pouvez rajeunir la classe, c'est bien. Mais le système, si nous devons rajeunir pour revenir dans le même système. D'impunité et tout ça. Je vous donne un cas d'exemple parce que nous avons parlé de la CENI. J'ai fait un tour au centre situé notamment dans la commune de Kimbanseke, à l'Institut Viluka. Vous savez, pour accéder au centre, les policiers font payer 1000 francs. C'est au vu et au-dessus de tout le monde. On vous dit la carte elle est gratuite. Mais pour être aligné, pour accéder tout simplement, on vous dit il faut vous aligner, vous allez vous aligner, il faut prendre les jetons. Mais pour accéder d'abord à ces jetons-là, c'est moyennant 1000 francs. Nous sommes presque à la fin, Pascal Ondje. Il faut renouveler cette fonction publique. Mais Marcelin a relevé quelque chose. C'est pas l'âge en fait en soi qui pose problème, mais c'est la mentalité. Si on garde le même système de corruption, d'impunité et tout ça, donc qu'on change ou qu'on ne change pas, ça sera la même chose. J'ai apprécié le point de vue de Marcelin parce qu'il oppose à cela les conditions de retraite. C'est vraiment important. Mais comment se fait également le recrutement pour qu'on ait de bons agents? C'est là aussi le problème. Mais le recrutement est souvent subjectif, sur base des sentiments, sur base de tribalisme. Parce que vous êtes là, vous devez assurer maintenant votre enfant qui doit vous remplacer au moment pendant que vous serez parti. Donc c'est là où le problème. On n'est pas sur base des compétences. La fonction publique surtout. Généralement, le recrutement, allez-y voir ailleurs. Vous avez votre CV avec toutes les compétences possibles, mais on ne va pas facilement vous prendre comme ça. La question, est-ce que vous êtes l'enfant de Marcelin? Est-ce que vous êtes le frère de Marcelin? Est-ce qu'on vous pose des questions comme ça? Alors à ce moment-là, au lieu qu'on tienne compte des compétences sur base de l'objectivité, et on va en tout cas retomber sur la subjectivité, et parfois l'incompétent prend place, et la conséquence c'est que la roue ne va pas correctement tourner. Et c'est comme ça que notre administration ne tourne pas correctement. Il y a des gens, ils vous bombent. Est-ce qu'il faut parler de la responsabilité qu'il occupe? Mais qu'il vous formule ne fût-ce qu'une phrase. Mais ça pose problème. Vous dites, est-ce qu'il réellement il a étudié? Mais le ministre a raison quand même de vouloir changer, de faire partir un grand nombre de ces retraités. À ce moment-là, la loi est dure, mais c'est la loi qu'on doit quitter à un moment. À ce moment-là, nous sommes d'accord avec le ministre, mais qui ne prennent pas seulement l'aspect de l'ancienneté pour faire partir, mais qui tiennent compte également de la compétence et lorsqu'il fait le recrutement. Il y a des gens qui viennent avec des recommandations. On mélanger de problèmes là. Non, mais justement, on est d'abord du départ de cette masse. Quand vous faites partir les gens, il faut les remplacer. On les remplace par quelle procédure? Le recrutement. Comment se fait ce recrutement? C'est là également aussi le problème. Et lorsque vous recrutez mal, n'est-ce pas, n'attendez pas un bon service demain. La roue ne va pas correctement tourner et c'est comme ça que nous n'avons pas une bonne administration. Voilà, mesdames et messieurs, on me signale par Maurice Gigandou que c'est la fin. Merci à vous, en tout cas, à la technique et à la régie finale pour cette aide technique. Thierry Bongo, j'espère te revoir la semaine prochaine pour Web13. J'ai besoin de ton intelligence pour parler de l'actualité de la semaine prochaine. Merci à Pascal Ondje de
Canal King Télévision, merci à Marcelin Tiswaka de Congo Web Télévision, merci à tous mes confrères, toutes mes consoeurs, parce que c'est grâce à nous jetons un peu de fleurs que vous avez la bonne information. Merci à tous les reporters sur le net et c'est grâce à vous aussi que nous avons en tout cas l'information à temps réel. Je pense ainsi à Caleb, à Obiang Caleb, merci à beaucoup de reporters sur le terrain. En tout cas, merci à vous et merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le mercredi prochain avec tout le membre de la structure Presse pour le Progrès. À mercredi prochain.